Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui, la matrice et ses pilules magiques, l'envers du décor. Alors comme vous le savez sans doute, le film culte Matrix en plusieurs épisodes est en train de revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle mouture. Je pense que c'est le 4e épisode. Alors c'est un petit clin d'œil parce que c'est un film que j'aime beaucoup, plus particulièrement le premier épisode, le film des Wachowski hein, avec Keanu Reeves. Et donc la notion de Matrix en anglais, mais de matrice en français, c'est complètement est devenu très populaire pour en fait décrire un monde illusoire, toujours sous le flux constant d'une propagande omniprésente et qui fait en sorte qu'on regarde le monde avec des œillères et finalement le monde réel on ne le voit plus. Et ce qui fait que les masses, y compris certaines élites, ou la plupart des élites, sont complètement happées par ce discours incessant et ces images. Avec les nouvelles technologies, nous sommes saturés d'images, et effectivement, il est difficile de voir le monde tel qu'il est. Alors, vous avez sans doute remarqué que depuis mars 2020, il est encore plus difficile de voir le monde tel qu'il est, effectivement. Et une fois de plus, la notion de matrice devient tout à fait pertinente. Et effectivement, il y a tout un tas de néologismes qui ont pu survenir, comme par exemple le qualificatif de matrixé. En fait, quelqu'un qui est matrixé, c'est quelqu'un qui est dans la matrice et qui finalement, à cause d'une propagande qui existe depuis quelquefois plusieurs générations, et depuis quelqu'un qui est complètement formaté par cette propagande depuis sa plus tendre enfance, est incapable de voir le monde tel qu'il est réellement, et effectivement cela rend les individus manipulables, utilisables pour tout un tas de tâches, et effectivement l'être humain devient une sorte de robot. On est un peu dans le transhumanisme avant la lettre, devient en fait une sorte de robot programmé qui ne fait qu'appliquer les directives. Et donc nous verrons à la fin de cette vidéo que certaines notions qui nous semblent évidentes sont tout à fait remises en cause par l'analyse que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je tiens à mettre les choses au clair, cette vidéo n'est pas une vidéo sur le film Matrix, pas du tout. Mais c'était simplement pour justifier le clin d'œil qui est fait dans le titre, donc la matrice et ses pilules magiques, l'envers du décor. Et moi, dans ma jeunesse, je tiens à leur rendre hommage aujourd'hui à travers cette vidéo. Il y a deux auteurs, alors il y en a plus que deux, mais il y a notamment deux auteurs qui, dans des domaines très différents, m'ont permis d'ouvrir un petit peu, soyons humbles, m'ont permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur le monde actuel. Et effectivement, je le dois à deux enseignants que j'ai eus. Donc, on a souvent l'habitude de tirer sur l'école de Jules Ferry, et moi le premier. Je suis souvent l'un des snipers. En tout cas, j'essaye d'être un sniper actif quand je tire sur l'école de Jules Ferry. Mais ça, c'est le fruit du hasard, certainement. J'ai à l'école de Jules Ferry, que ce soit à l'école, au lycée et aussi à l'université, rencontré des enseignants hors normes, certains, qui ont pu m'ouvrir les yeux sur deux grands auteurs que je ne connaissais pas. Et si j'étais passé à côté de ces deux grands auteurs, dont je vais parler aujourd'hui, enfin je ne vais pas parler de toute leur œuvre, mais de deux livres que je considère comme deux livres cultes qui nous permettent de mieux comprendre le monde. J'entends par là mieux comprendre le passé et le présent. Et donc ces grands auteurs sont d'une part George Orwell, que tout le monde ne connaît pas, mais que certains connaissent très bien. George Orwell était un écrivain anglais né en 1903 et décédé en 1950.
Il a écrit un certain nombre de livres qui ont eu plus ou moins de succès, mais aujourd'hui on trouve beaucoup de traductions en français des œuvres de George Orwell, des œuvres complètes, elles ont été traduites toutes en français, y compris les articles qu'il écrivait dans la presse, puisqu'il était aussi journaliste. Et George Orwell a écrit notamment ce que je considère personnellement comme un chef-d'œuvre, c'est le livre, le roman d'anticipation 1984. En anglais 1984, donc qu'il a publié en 1948 et qui annonce en fait le monde dans lequel nous vivons finalement. Et donc cet ouvrage m'a beaucoup marqué et c'est aussi grâce à cet ouvrage, en grande partie, que j'arrive à comprendre certains aspects du monde d'aujourd'hui. Certains aspects, bien sûr. Et l'autre auteur dont je vais parler, et là aussi je ne vais pas m'appesantir sur toute son œuvre, mais notamment sur un livre culte dont il m'est arrivé de parler dans d'autres conférences, notamment une conférence que j'avais faite à Taméry il y a quelques années, qui, à la librairie Taméry, c'est Matawi, hein, donc à Paris il y a quelques années, c'est le livre Nation Nègre et Culture. Et l'auteur dont il s'agit est évidemment Cheikh Anta Diop. Et tout comme ce fut le cas pour Orwell avec 1984, eh bien, au lycée, en France, j'ai eu en Afrique l'occasion d'avoir un enseignant qui nous a parlé dans un amphi, au cœur de l'Afrique, pour la première fois, du colloque du Caire, au cours duquel Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga avaient prouvé à la face du monde, pour reprendre les termes de notre enseignant, que l'Égypte ancienne était africaine. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de Cheikh Anta Diop. Donc encore une fois, je suis désolé de décevoir certaines personnes, certains contradicteurs. Je n'ai pas découvert Cheikh Anta Diop en exil en France. Je n'ai pas entendu parler pour la première fois de Cheikh Anta Diop alors que j'étais en exil en France, mais c'était bien au cœur de l'Afrique, dans un amphithéâtre africain avec un enseignant africain. Donc, et ça a constitué pas vraiment un déclic, c'est-à-dire que j'ai enregistré cette information, mais ça n'a pas bouleversé ma vie aussitôt. Mais il y avait déjà, grâce à la graine, à la petite graine qu'a planté cet enseignant, même si c'était une anecdote quelque part dans un cours qui ne portait pas forcément, qui ne portait pas sur l'œuvre de Diop, en faisant cette référence, en donnant cette information, l'enseignant a planté une petite graine qui ensuite a créé un terreau avec un... Oui, ça a été l'occasion d'un terreau favorable, d'un terrain favorable qui a favorisé la réception de l'œuvre de Diop par moi-même, c'est-à-dire que j'ai pu accéder plus facilement à l'œuvre de Diop, même si au départ c'était pas facile, puisque le premier livre que j'ai eu en main de Diop c'était Antériorité des civilisations nègres, et ce n'est pas un livre facile, donc il a fallu insister, mais en tout cas la petite graine était plantée, et je rends hommage à ces deux enseignants, l'enseignant français en France et l'enseignant africain en Afrique. Et donc, je suis redevable de ces deux enseignants, je leur suis redevable, et je suis aussi, comment dirais-je, admirateur du travail qu'a pu faire Orwell pour nous faire comprendre le monde d'aujourd'hui, et Cheikh Anta Diop pour nous faire comprendre, nous faire connaître le monde du passé à travers Nation Nègre et Culture. Et donc, pourquoi je veux faire cette communication aujourd'hui, simplement parce que je me rends compte que en fait, on assiste actuellement à une falsification de la réalité actuelle, et cette falsification de la réalité actuelle n'aurait pas pu être aussi facile
s'il n'y avait pas eu une falsification du passé. Et je me suis dit, pour aborder un tel sujet, il n'y a pas de meilleur guide que Cher Anta Diop et George Orwell. Donc Cher Anta Diop, lui, est né en 1923, il a été rappelé par les ancêtres en 1986. Et c'était un écrivain, un auteur qui avait plusieurs casquettes, casquettes de scientifique, d'historien et de diplômé S-lettres. Et donc son œuvre porte la marque de ces différentes qualités, avec un style inimitable, assez comparable au style chatoyant de Anténor Firmin dans Deux l'égalité des races humaines, publié en 1885. Anténor Firmin, grand précurseur de Cher Anta Diop. Et aussi l'aspect tout à fait scientifique et multidisciplinaire que Cher Anta Diop développe déjà dans Nation Nègre et Culture, qu'il publie donc en 1954. Cher Anta Diop est né en 1923, donc le calcul est vite fait. Quand il publie Nation Nègre et Culture, il a 31 ans. C'est encore un homme relativement jeune. Et donc, essayons de résumer Nation Nègre et Culture. Donc, tâche pas aisée, mais essayons tout de même. En fait, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre, dès le départ, ce sont les différentes préfaces. Elles sont intéressantes parce que dans les préfaces, l'auteur nous livre un petit peu le contexte de l'époque. Et on se rend compte que le contexte actuel a changé sur certains plans, mais pas tant que ça en réalité. Ce que j'ai retenu, on ne peut pas tout restituer bien sûr, mais ce qui est intéressant notamment dans l'une de ses préfaces, parce que ce livre a connu plusieurs éditions bien sûr, dans l'une de ses préfaces, Cher Anta Diop parle des cosmopolites scientistes modernisants. Les cosmopolites scientistes modernisants sont des personnes qui sont très souvent opposées à l'activité qui consiste à fouiller dans les tréfonds de l'histoire pour retrouver ce que nos ancêtres les plus lointains, pour parler comme Cher Anta Diop, avaient pu accomplir. Ils trouvent qu'il faut évoluer à la vitesse de l'électron et s'aventurer dans le monde d'aujourd'hui en embrassant sans distinction aucune le mythe du progrès de façon à rattraper ceux qui nous ont devancés, puisqu'il s'agit en quelque sorte de rattraper l'Occident. Donc c'est un peu embêtant parce qu'un auteur assez populaire, pour ne pas dire populiste, mais parfois sujet à quelques éclats de génie, même si le Michel Onfray nouveau est comme le Beaujolais nouveau, il y a de bonnes années, mais il y a de moins bonnes années. Donc le Michel Onfray nouveau est ce qu'il est, mais avant ce cru-là, Michel Onfray a quand même publié donc un livre qui s'appelle Décadence, et dans ce livre, il décrit la dégringolade de la civilisation occidentale, qui paradoxalement, paradoxalement, contre toute attente, en fait, il fait démarrer cette dégringolade au moment de son ascension. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, eh bien, si nous voulons, comment dirais-je, rattraper l'Occident, l'Occident est en ce moment sur le plan moral et sur d'autres plans d'ailleurs, économique en quelque sorte, ou politique, sur le plan éthique. Alors, la morale c'est l'éthique, c'est incontestable, et en train de péricliter. Donc, si nous rattrapons l'Occident, nous allons directement dans le précipice. Donc ça, c'est le grand paradoxe des cosmopolites scientistes modernisants. Et comme le disait Cher Anta Diop, ce groupe de personnes est intéressant parce que c'est celui des personnes, c'est le groupe de personnes le plus touché par le phénomène de l'aliénation culturelle.
Et donc, je veux dire que vous allez me dire, ça tire à balles réelles. Donc, oui, dès les premières préfaces de Nation Agriculture, ça tire à balles réelles, mais ce n'est pas la polémique pour la polémique. Le but, ce n'est pas d'être cruel envers les frères ou les sœurs et de disqualifier les contradicteurs. Mais c'est simplement, le but est simplement de planter le décor. Et pourquoi je parle de tout ça? Justement, le livre de Cheikh Anta Diop, j'ai l'habitude de faire cette blague, j'espère qu'elle fait rire, mais moi elle me fait beaucoup rire, qui consiste à dire, il y a des gens qui pensent que dans Nation d'agriculture, Cheikh Anta Diop a écrit que les Égyptiens étaient noirs. Donc, et puis c'est tout. Donc, pendant tout le livre, il nous dit que les Égyptiens étaient noirs. Et donc, chapitre 1, chapitre 2, vous savez, ils étaient quand même très noirs. Chapitre 3, ouais, il faut le dire, ils étaient noirs, quoi. Et chapitre 4, vous vous rendez compte à quel point ils étaient noirs? Non, mais non, ça peut pas être ça. Ça, c'est très caricatural. Et en fait, ce qui intéressait chez Anta Diop, c'était de retrouver le fil qui pouvait nous relier à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Je reprends exactement ces mots. Et il dit, quand je suis tombé sur l'Égypte, ça m'a beaucoup gêné. Et d'ailleurs, dans les différentes interviews qui sont faites par Cheikh Anta Diop, notamment les documents audio, le double CD qui avait été édité il y a quelques années, en janvier 1996, par l'UNESCO et Radio France Internationale. Dans ce double CD, il y a des interviews de Cheikh Anta Diop, et dans ce double CD, qui avait été réalisé aussi, me semble-t-il, par Kepera, voilà, donc l'institut qu'animait Cheikh Mbacké Diop, le fils de Cheikh Anta Diop, mais aussi Théophile Obenga. Et je pense que c'est surtout Cheikh Mbacké Diop qui a travaillé sur ce document, donc édité avec le concours de RFI et de l'UNESCO, qui rend bien compte en fait des grands enjeux développés par Cheikh Anta Diop. Et donc dans une interview, Cheikh Anta Diop disait que quand il était tombé sur l'Égypte, ça l'avait beaucoup gêné. Il s'était dit, voilà, je retrouve les racines des grandes civilisations africaines en Égypte. Bon, jusqu'à présent, l'Égypte se trouve toujours sur le continent africain. Bon. Mais bon, une distinction assez arbitraire a été faite pour des raisons colonialistes, pour des raisons d'aliénation culturelle entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Mais ça n'empêche pas certaines personnes racistes en France d'appeler les Maghrébins des Bougnouls, et Bougnoul, ça vient du sénégalais, ça vient du Wolof, et ça veut dire noir. Donc les Maghrébins sont Bougnouls quand ils sont en France, et quand ils sont en Afrique, ils sont blancs. Donc cherchez l'erreur. Et donc, en fait, en retombant sur l'Égypte, ou en trouvant des sources égyptiennes de la civilisation africaine, Cheikh Anta Diop a été très gêné parce qu'on avait inclus l'Égypte ancienne dans l'Afrique blanche. Et c'est vrai qu'au 7e siècle de notre ère, c'est très récent, l'Égypte a été massivement envahie par des conquérants arabes, mais ils n'étaient pas là de toute antiquité. Et donc, en fait, Cheikh Anta Diop, dans son livre, prouve l'africanité de la civilisation de l'Égypte antique à travers différents éléments qui sont le totémisme, donc le matriarcat. Il y a aussi beaucoup d'éléments linguistiques, et surtout qu'il se livre à beaucoup de comparaisons entre la langue Wolof qu'il connaît et qu'il maîtrise, sa langue maternelle,
et l'Égyptien ancien. Et puis il y a tout un tas d'arguments, notamment toutes les iconographies, les images, les témoignages des auteurs grecs de l'Antiquité, au premier rang desquels Hérodote, et les témoignages aussi des voyageurs, des scientifiques voyageurs européens et français, notamment avec le comte de Volney, qui publia notamment le livre Voyage en Égypte et en Syrie. Donc, et bien sûr, ce que les Égyptiens anciens disaient d'eux-mêmes. Et donc, le travail de Cheranta Diop est assez complet, mais il va même au-delà, puisque Cheranta Diop s'aventure aussi dans le domaine de la préhistoire et nous donne des éléments sur l'origine africaine de l'humanité et sur le peuplement ancien de l'Europe dû à la migration de Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, l'homme moderne, donc deux fois sage, étant apparu en Afrique. Donc, il nous parle aussi des fameuses Vénus aurignaciennes, ces sculptures de femmes stéatopiges. Donc la stéatopigie se caractérise par une conformation spéciale du bassin des femmes et justement la silhouette des Vénus aurignaciennes a quelque chose à voir avec celle des femmes, comment dirais-je, qu'on trouve en Afrique noire, et notamment en Afrique du Sud, puisque ça rappelle aussi la Vénus autantote, qui malheureusement, pour la science moderne, elle servit de cobaye, et des humains qui servent de cobaye à la science, à la médecine allopathique. La médecine allopathique a longtemps été en concurrence en Occident avec la médecine homéopathique, mais elle l'a en quelque sorte écartée et presque disqualifiée, et elle est devenue la médecine officielle. Ce n'est pas nouveau, puisque la Vénus autantote avait servi, Sarji Bartman avait servi de cobaye. Et donc on retrouve ces mêmes formes ces mêmes formes de la féminité, donc chez les Vénus aurignaciennes, de ces populations anciennes d'Europe de la préhistoire, et qui font écho donc à la conformation physique des Africaines. Et donc tous ces éléments mis à jour par Cheranta Diop avec une érudition impressionnante nous permettent de prendre conscience que nous, Africains, nous ne sommes pas étrangers partout dans le monde. C'est fou, et c'est faux. Et c'est fou de penser ça. Alors c'est vrai qu'en période électorale, c'est un enjeu de nous montrer comme des gens qui n'apportent rien et qui viennent d'arriver, et qui sont arrivés les derniers, alors que nous sommes à l'origine du peuplement de tous les pays, et que les différences physiques des individus et des peuples sont dues essentiellement, enfin surtout des peuples, pas des individus, mais des peuples, sont dus à l'adaptation au climat. Et comme le disait le même Cheranta Diop dans une conférence en 1985 au Centre culturel Georges Pompidou à Paris, il disait la nature ne fait rien au hasard. Autant il était nécessaire en Afrique pour l'homme moderne d'avoir de la mélanine, beaucoup de mélanine, et aussi d'avoir un nez large pour laisser passer l'air massivement à cause de la chaleur, autant ces caractéristiques physiques n'étaient plus nécessaires dans un environnement particulièrement froid comme celui de l'Europe. Donc la nature ne fait rien au hasard, donc il n'y a aucune volonté chez nous de stigmatiser qui que ce soit, puisque la nature fait les choses ainsi. Alors quel est le rapport avec 1984 ? Bonne question. Effectivement, 1984 est un roman d'anticipation. Là, nous parlons maintenant du roman de George Orwell.
1984 est un roman d'anticipation et c'est une dystopie. Alors, dystopie, c'est un terme quand même un peu savant. En fait, une dystopie, c'est une histoire où l'auteur décrit une société du futur qui ressemble à la société d'aujourd'hui, mais avec des caractéristiques qui sont complètement exacerbées. En fait, c'est exactement les travers de la société actuelle, mais en pire. Et c'est en ce sens qu'une dystopie, en fait, c'est une mise en garde. C'est très philosophique, en fait. C'est une façon de dire aux hommes, enfin aux hommes et aux femmes, qui peuplent le monde et qui peuplent la société qui est décrite dans la dystopie, si nous continuons aujourd'hui dans cette voie, voilà ce qui nous attend plus tard. Et c'est pour ça qu'on peut dire d'une certaine façon que 1984, donc l'action du roman se situe en 1984, mais le roman a été écrit en 1948. Donc on peut dire que c'est prémonitoire et que c'est annonciateur de, etc. Donc George Orwell décrit une société totalitaire dans 1984. Une société totalitaire où en fait le télécran, l'un des personnages principaux du roman, alors évidemment il y a un héros quelque part, il y a aussi une héroïne, mais le personnage principal, on pourrait le dire, c'est aussi le télécran. Et nous sommes en 1948, alors qu'est-ce que le télécran? Nous sommes en 1984, pardon, mais à 1984, imaginé en 1948, l'un des personnages principaux, si je peux dire ça, c'est le télécran. Le télécran, c'est comme une télévision. Il y en a dans tous les foyers, mais chez les membres du parti intérieur, bon, il y a le parti intérieur et le parti extérieur, je crois que c'est chez les membres du parti extérieur, oui, on ne peut pas éteindre le télécran. Donc il est dans les maisons, dans toutes les pièces, il est aussi dans les administrations, il est dans les entreprises, bref, il est partout, et on ne peut pas l'éteindre. Et il y a un autre détail qui est assez flippant, c'est que en fait, les gens qui font les émissions, qui animent les émissions, peuvent nous voir. C'est-à-dire, il est toujours allumé, mais les gens qui animent les émissions et les programmes nous voient dans les pièces où nous nous trouvons. Donc, ce qui fait en sorte que nous n'avons aucune intimité. Les seuls qui échappent à cette surveillance généralisée, ce sont les prolétaires, qui sont les pauvres, qui sont les travailleurs laborieux. Et ceux-là, en fait, ont beaucoup plus de liberté, mais ils vivent dans une ignorance crasse, en fait. Et ils sont aussi manipulés quelque part. Et donc, ils ne sont pas éduqués, ils vivent dans une ignorance crasse, et ils sont l'objet d'un certain mépris, il faut bien le dire, mais ils sont moins surveillés que les membres du parti extérieur. Les membres du parti intérieur, eux, ont quand même beaucoup d'avantages, et notamment, parmi ces avantages, ils peuvent éteindre le télécran quand ils le souhaitent. Donc, ça fait un peu écho aussi au travail du frère Amuna Ngonimba, noir au cœur d'une institution millénaire eurasiatique, parce que dans ce livre, le frère Amuna Ngonimba nous dit que dans la société eurasiatique, en fait, il y a 3 castes. Ça marche par 3. Donc la couleur noire, c'est la couleur des parias, donc on pourrait dire des prolétaires dans le livre d'Orwell. La couleur rouge, c'est la couleur des chevaliers qui défendent le système. Donc on pourrait dire que la couleur rouge dans le livre d'Orwell, c'est la couleur des membres du parti extérieur. Et la couleur blanche, c'est la couleur des boss en fait. Et dans le livre d'Orwell, ça correspondrait aux membres du parti intérieur, et notamment à Big Brother, qui est on voit des affiches de Big Brother partout dans l'univers du roman d'Orwell, on le voit partout. Il a une grosse moustache, alors ça fait penser à Hitler, mais sa moustache est quand même très grosse, donc on penserait plus facilement à Staline, mais peu importe. Le culte de la personnalité dans les dictatures, on a connu ça nous en Afrique,
avec un embrigadement qui est constant. Ce qui est beaucoup plus surprenant ce qui est beaucoup plus surprenant pour beaucoup de gens, c'est de constater aujourd'hui que la dictature, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la France de 2021. Et oui, donc là, c'est plus surprenant pour beaucoup de gens, sauf pour ceux qui ont lu 1984 depuis un certain nombre d'années et qui ont été, et sauf pour les personnes dont l'esprit critique a été effectivement nourri par 1984 depuis un certain nombre d'années. N'oublions pas non plus qu'en 1984 aussi, la deuxième adaptation cinématographique du livre a été réalisée et donc le film a pu sortir sur tous les écrans. En 1984, le film de Michael Radford avec notamment l'acteur comment dirais-je, charismatique John Hurt dans le rôle de Winston Smith, le héros du livre. Donc revenons donc au roman 1984. Donc c'est une dystopie. Nous sommes dans une dictature intégrale qui utilise les nouveaux moyens de communication que sont la télévision. En fait, dans 1984, on parle plutôt de télécran, pour surveiller la population la plus éduquée, laquelle se révèle en fait la moins libre, à l'exception d'une petite caste de dirigeants qui sont des membres du parti influent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce livre, il y a 3 grands groupes géographiques et ça fait penser évidemment, puisque Orwell a publié son livre en 1948, ça fait penser évidemment à la guerre froide, mais il y a 3 grands groupes géographiques qui sont l'Océania, l'Estasia et l'Eurasia. Ce sont 3 grands États, ce sont des 3 grands États qui se font une guerre perpétuelle. Ce qui est intéressant aussi, et là ça rejoint effectivement les problématiques développées dans Nation d'agriculture, et vous allez voir qu'il y a un lien entre ces 2 livres, quelque part, surtout pour nous Africains et pour tout le monde, parce que si l'histoire ancienne de l'Afrique a été falsifiée, les Africains certes étudient à l'école une histoire falsifiée, mais les Européens aussi. Donc c'est un crime contre l'humanité qui devrait tous nous concerner, et pas seulement les Africains. Parce qu'on ne peut pas bâtir de futur viable, j'en suis persuadé, on ne peut pas bâtir de présent viable quand tout cela repose sur une imposture. Effectivement. Mais je reviens en 1984, puisque je suis en train d'écrire l'atmosphère de ce livre. Donc c'est une société de la surveillance, c'est une société en guerre permanente, et les 3 États sont continuellement en guerre les uns contre les autres, sauf que les alliances changent. Et c'est là qu'on voit que nous sommes dans une falsification perpétuelle, puisque par moment l'Océania, qui correspond grosso modo à l'Angleterre alliée aux États-Unis, au Canada, et peut-être à d'autres parties du monde. Et puis il y a aussi des parties du monde qui ne sont ni dans l'Océania, ni dans l'Eurasia, ni dans l'Estasia, mais qui changent tout le temps de maître. Et donc ça nous rappelle l'impérialisme, évidemment. Et il ne faut pas oublier que George Orwell était un militant anti-impérialiste. C'était quelqu'un qui était un militant de gauche, je dis gauche entre guillemets, parce que c'était une gauche non conventionnelle. Donc c'était pas un social-démocrate, mais ce n'est pas non plus un communiste. Donc il s'est battu en Espagne auprès des brigades internationales contre le fascisme des franquistes, mais il a subi, tout comme certains de ses camarades de lutte, en Espagne, la répression de leurs alliés communistes, qui les ont marginalisés, et donc il a vu la propagande communiste aussi à l'œuvre, bien que ce soit un homme de gauche. Donc il a vu que des grosses structures, des grands partis internationalistes pouvaient manier le mensonge aussi bien que les capitalistes. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui en Europe, le modèle chinois s'impose,
Et effectivement, lire Orwell aujourd'hui, avec ce modèle chinois de contrôle total des populations en Europe, notamment, nous pouvons décrypter plus facilement ce qui se passe. Et donc, ce livre est passionnant. C'est l'histoire d'un homme qui découvre l'imposture, qui est un membre du parti intérieur, parti extérieur, à chaque fois je me trompe, qui fait sa propre enquête, mais on n'en est pas au stade du transhumanisme, hein, des hommes-machines, mais la propagande est tellement constante que, effectivement, ce qui se passe dans les faits, c'est que dans un tel état régi par la propagande constante, les gens deviennent comme des robots téléprogrammés. Et il y a un phénomène qui est tout à fait intéressant dans le livre, qui est le phénomène du newspeak. Dans la version anglaise et dans la version française, on parle de novlangue, la nouvelle langue, et qui se caractérise par un appauvrissement volontaire par des gens dont le métier c'est de travailler sur la langue, de la langue, de façon à rendre impossible, à cause de cette nouvelle langue parlée par les élites, qui est en quelque sorte impersonnelle et utilitariste, ou utilitaire, pardon, utilitaire, rendre impossible, avec cette nouvelle langue appauvrie, de penser contre le système. Et aujourd'hui, nous en sommes un peu là, avec l'emploi de certains mots qui disqualifient automatiquement la personne qui a l'esprit critique. Donc, on nous dit qu'on est communautariste, on nous dit qu'on est complotiste, et la discussion s'arrête. Et donc, je ne vais pas spoiler comme on dit, l'histoire. Je ne vais pas la spoiler. Donc, effectivement, à charge à nous de lire le livre et de découvrir l'intrigue, puisque c'est un roman, je tiens à le préciser. Sachons simplement que Winston Smith, le héros de ce livre, c'est quelqu'un qui a pour charge de falsifier l'histoire au jour le jour. Il est employé au ministère de la Vérité, quelle ironie, il est employé au ministère de la Vérité et il a pour but de rendre pertinent toutes les déclarations du parti sur tous les sujets. Par exemple, quand le parti dit on va augmenter la production d'essence de tant pour cent, si en fait le parti n'atteint pas ses objectifs, il faudra falsifier l'histoire et les chiffres de façon à rendre a posteriori la prévision du parti pertinente. Donc il faudra réécrire les articles où on avait parlé de la production de l'essence et les articles où on avait parlé aussi de la construction de logements neufs, etc. Donc si le parti n'a pas respecté ses engagements, il faudra réécrire les articles en les datant de la date à laquelle ils ont été émis la première fois, avec les citations correspondant aux prévisions du parti, avec les bons chiffres. Et il faudra détruire les articles originaux. Et Winston travaille au ministère de la Vérité pour accomplir cette tâche. Mais tout n'est pas perdu finalement, puisqu'il découvre que on est dans un système gouverné intégralement par le mensonge et qu'il faut peut-être prendre le taureau par les cornes et ouvrir les yeux d'abord et s'enquérir du fait qu'il existe ou non une organisation qui peut faire en sorte qu'on retrouve un semblant de liberté, d'authenticité, de vérité. Donc je n'en dirai pas plus par rapport au résumé de chacun de ces deux livres, Nation Nègre et Culture, publié en 1954 et 1984, publié en 1948. Alors ce qu'on peut retenir notamment de ces deux livres, ce sont notamment les slogans pour 1984, les slogans du régime
du régime de l'Océania dirigé par Big Brother. Ces slogans font écho au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, notamment pour ceux qui vivent en France. Par exemple, l'ignorance c'est la force. Ça, c'est l'un des slogans du régime. Je vous laisse méditer sur cette phrase, sur ce slogan. L'ignorance c'est la force. Deuxième slogan, la liberté c'est l'esclavage. Tout un programme. La guerre c'est la paix. Donc je vous laisse interpréter le monde dans lequel nous vivons, notamment pour ceux qui vivent en France aujourd'hui, et notamment pour ceux qui vivent en France depuis, sur les événements qui ont lieu en France depuis mars 2020. L'ignorance, c'est la force. La liberté, c'est l'esclavage. La guerre, c'est la paix. Tout un programme. Donc, à travers ça, tout à l'heure, je parlerai dans la conclusion des pilules magiques de la matrice, parce que c'est dans l'intitulé du sujet de départ. Mais je vais d'abord citer quelques parties de ces deux livres, de façon à ce qu'on puisse s'imprégner de la démarche qui est faite par ces deux auteurs. Donc commençons par Nation d'agriculture, même s'il a été publié plus tard, mais Nation d'agriculture parle des événements du passé historique le plus lointain. Donc pour des raisons de chronologie, et aussi parce que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent beaucoup mieux Cher Anta Diop que George Orwell, nous allons commencer par Cher Anta Diop. Alors la falsification de l'histoire est un élément que Cher Anta Diop aborde bien évidemment dans son livre Nation d'agriculture, puisqu'il y a même un chapitre, je crois que c'est le chapitre 3, si ma mémoire est bonne, qui est consacré effectivement à ce thème de la falsification de l'histoire. Donc il y a un passage en pages 16 et 17 de l'édition de 1979, c'est celle que j'ai, où il nous dit « Or, ce sont eux, il parle des Européens, qui tout en soignant scrupuleusement leur histoire, tout en la glorifiant chaque jour, s'acharnent à falsifier systématiquement la mienne. » Donc il parle en tant qu'Africain. Je peux donc déduire de leur attitude, qui est toujours conséquente, que pour un peuple, il est d'un intérêt inestimable de connaître sa vraie histoire. L'humanité ne doit pas se faire par l'effacement des uns au profit des autres. Renoncer prématurément et d'une façon unilatérale à sa culture nationale pour essayer d'adopter celle d'autrui, et appeler cela une simplification des relations internationales et un sens du progrès, c'est se condamner au suicide. Donc voilà des morceaux choisis. À propos, alors cette partie, moi je l'ai appelée les goûts et les couleurs, ça se discute. Parce qu'en français, en langue française, on dit toujours on ne discute pas des goûts et des couleurs. Oui, on peut discuter de tout, on peut discuter aussi des goûts et des couleurs. Donc en page 66, Cher Anta Diop nous parle de la couleur brun-rouge sombre, ou de la couleur rouge sombre qui est parfois attribuée aux Égyptiens de la période pharaonique. Et il nous dit que les Égyptiens se soient représentés en une couleur dite officiellement rouge sombre est un fait typique. En effet, il n'y a scientifiquement parlant pas de race rouge sombre. Le terme n'a été lancé que pour jeter de la confusion dans les idées. Il n'existe pas de noir dans le sens exact du terme. La couleur du nègre tire en réalité sur le brun sans qu'on puisse lui appliquer un qualificatif exact, d'autant plus qu'elle subit des nuances suivant les régions. C'est ainsi qu'on a remarqué que les nègres qui vivent dans des régions calcaires ont un teint moins foncé que ceux d'autres régions. Alors c'est vrai que Cher Anta Diop utilise beaucoup le mot nègre, mais n'oublions pas qu'il a publié ce livre en 1954. Toujours dans Nation d'agriculture, il y a un moment, il nous parle du peuplement de l'Afrique du Nord. Il pourfend aussi Maspero, par moment, qui est un grand égyptologue, mais qui a
fait autant preuve de professionnalisme dans certains cas que d'idéologie dans d'autres cas. C'est l'un des falsifications de l'histoire. Et donc c'est un livre passionnant. Il nous parle aussi de l'origine nubienne de Wazireh, que les Grecs appelaient Osiris. Il nous parle de l'antériorité du peuplement de la Haute-Égypte par rapport à la Basse-Égypte. Et on peut dire aussi que dans Nation Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop annonce l'historien Bruno Korachidi, puisque dans Nation Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop s'intéresse aussi à l'histoire de l'Asie ancienne, à travers notamment les Phéniciens, c'est-à-dire les Phéniciens cananéens, cadméens, qui auraient colonisé en des temps anciens la Grèce, avec notamment le personnage de Cadmos. Donc c'est un livre vraiment passionnant, que ce livre de Nation Nègre et Culture. Alors je ne peux pas citer tout le livre, bien évidemment. On nous dit souvent qu'on se polarise dans les milieux de Kamit renaissants, essentiellement sur l'histoire de l'Égypte. Il faut savoir que en page 543 de l'édition de 1979, il y a un chapitre 5 qui s'appelle Structure sociale et politique, découlant des conditions économiques et matérielles. Et là, dans ce chapitre, Cheikh Anta Diop annonce l'un de ses futurs ouvrages qui paraîtra, lui, en 1960, qui s'appelle L'Afrique noire précoloniale, où il va parler des royaumes africains de l'époque des grands empires, hein, comme dirait le C.H. Omotunde, de l'époque des grands empires que sont notamment les royaumes du Cayor, le royaume des différents royaumes, le royaume du Ghana, le royaume, c'est-à-dire Ouagadougou, le royaume du Ghana, etc. Donc il va parler de ces grands empires du passé, et on voit bien que dans son travail ultérieur, Cheikh Anta Diop ne s'est pas polarisé que sur l'Égypte. Mais l'Égypte fait partie de l'histoire africaine. L'Égypte antique, c'est un moment important de l'histoire africaine. Alors, quels sont les thèmes aussi abordés par George Orwell? On les a vus tout à l'heure. Il y a un thème qui est très actuel, c'est la permanence de la guerre des guerres. Effectivement, en page 49 de l'édition de poche de Gallimard, du roman, à partir de ce moment, la guerre, pour ainsi dire, n'avait jamais cessé, mais à proprement parler, ce n'était pas toujours la même guerre. Donc, en Occident, dans l'Occident moderne, il y a toujours une guerre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça occupe. En ce moment, c'est la guerre contre l'islamisme politique. Paradoxalement, c'est le double langage, l'exercice du double langage ou de la double pensée tel qu'on le retrouve dans 1984, parce que l'Occident, soi-disant, fait la guerre à l'islamisme politique, mais il s'arrange pour détruire tous les régimes arabes laïques, comme celui de Saddam Hussein en Irak, et comme celui de Muammar Kadhafi en Afrique du Nord, en Libye. Mais officiellement, on fait donc cet exercice de la double pensée qu'on retrouve dans 1984, on la retrouve dans le fonctionnement de l'Occident aujourd'hui. Et donc, l'exercice de la double pensée, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Alors là, page 51, il y a un passage qui est tout à fait édifiant sur cet exercice de la double pensée. Winston laissa tomber ses bras et remplit lentement d'air ses poumons. Son esprit s'échappa vers le labyrinthe de la double pensée. Connaître et ne pas connaître. En pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement agencés. Retenir simultanément deux opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires et croire à toutes deux. Employer la logique contre la logique. Répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle. Croire en même temps que la démocratie est impossible et que le parti est gardien de la démocratie. Oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier
puis le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin, pour l'oublier plus rapidement encore. Surtout, appliquer le même processus au processus lui-même, là était l'ultime subtilité. C'est passionnant. Et un peu plus loin, dans la même page, c'est là où il y a la fameuse grande citation de Orwell que tout le monde fait. Celui qui a le contrôle du passé, disait le slogan du parti, a le contrôle du futur. Et c'est là où on voit que la falsification de l'histoire est essentielle à tous les régimes totalitaires. Et le régime actuellement qui prévaut en France est bien évidemment un régime totalitaire. Comment s'étonner qu'il ait pu falsifier l'histoire pour perpétrer son forfait. Et aujourd'hui, il se retourne contre son propre peuple. Alors la conclusion de tout ça, quelles sont les pilules magiques de la matrice dont je parlais dans le titre? Je vous rappelle le titre de cette vidéo, La matrice et ses pilules magiques, l'envers du décor. Quelles sont, d'après vous, les pilules magiques de la matrice? Eh bien, pour l'Afrique, je pense que la pilule magique, c'est l'indépendance. La notion d'indépendance, puisque les pays africains, notamment sous domination française, ne sont pas indépendants. Donc la notion d'indépendance fait partie de ce vocabulaire de la novlangue, un vocabulaire appauvri qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes et à travers un vocabulaire erroné, nous empêche de prendre conscience de notre aliénation. Pour l'Hexagone, c'est-à-dire la France, la pilule magique de la matrice, c'est la notion de démocratie. À force de répéter jusqu'à saturation complète que nous sommes en démocratie, il devient impossible d'imaginer que nous soyons dans une dictature. Et pourtant, c'est le cas. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu rendre hommage à Orwell et Diop, qui sont deux phares qui éclairent les marins égarés sur la mer agitée que nous sommes, et qui nous permettent, grâce à cet éclairage de leurs œuvres admirables, d'arriver à bon port, et non de se perdre dans cette mer agitée et de ne plus retrouver notre chemin. Eh bien, nous pouvons les remercier, et dès que possible, consacrer un peu de temps à lire ces œuvres admirables que sont Nation Nègre et Culture et 1984. À bientôt pour d'autres vidéos.